Ok, bon, on attaque. Quelques éléments de présentation avant de laisser la parole à Camille. Comme vous l'avez compris, c'est Camille Montini qui sera l'animateur de ce webinaire. Je vous rappelle quelques éléments. Donc, rappel du programme de la soirée, avec, pour commencer, des éléments du contexte pour comprendre la mécanique et la commande initiale qui a amené au résultat qui vous sera présenté par Camille juste après. Une présentation de la structure du parcours de la formation GEO pour une nouvelle version qui sera mise en œuvre à partir de septembre prochain. Un temps autour des incidences sur la formation JALA, qui est lié à ces changements sur la formation GEO. On aura évidemment des temps de questions-réponses qui vous seront proposés pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas à poser toutes questions qui vous passeraient par la tête. Si par rapport au timing, on était amené à ne pas pouvoir répondre à tout ce soir, on prendra note de l'ensemble des questions et puis on fera une petite foire aux questions qu'on vous enverra ensuite. Sur les éléments, donc travail d'harmonisation de cette filière GEO qui a commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant sous la coordination de Camille. Donc c'est une commande qui a été passée au secteur formation. Donc Camille s'est entouré d'experts dont il reparlera pour constituer une cellule de réflexion donc, qui œuvre sur ce qui vous sera présenté ce soir depuis plus de 12 mois. L'objectif du temps pour ce soir, pour nous et pour vous en particulier, c'est de vous permettre de vous projeter sur une mise en œuvre rapide des modifications qui sont en lien avec ce cursus GEO, dans un délai qui est relativement court, puisque c'est pour une opérationnalité qui est prévu pour septembre prochain. Donc, on est conscient du délai un petit peu court, mais on va faire en sorte que vous ayez un maximum de billes, d'outils et d'éléments de compréhension pour être efficace vite. L'idée, c'est que vous puissiez donc être en mesure de proposer ces nouveaux parcours rapidement et de communiquer sur vos territoires, sur ces modifications pour que tout le monde sache à quoi ça correspond. Donc, les questions... comme je l'ai dit, on pourrait y répondre soit par oral, soit par écrit, ou soit, si on manque de temps, par une foire aux questions sur lesquelles on répondra dans un second temps. Voilà, pour les éléments de contexte, je passe la main à Camille. Je vous rappelle que vous aurez un replay, si ça va un peu vite ce soir, qui sera accessible, avec les réponses aux questions aussi qui seront intégrées à ce replay. Camille, je te passe la main et je ne prends pas plus de temps. Merci, bon webinaire à tous. Merci Vincent. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents en nombre pour la présentation des nouveautés pour cette filière de formation. Alors, comme Vincent a pu l'évoquer, il y a quelques éléments de contexte pour commencer. Donc, le travail il est enclenché en groupe depuis 13 mois maintenant. Alors, ce groupe, il a été réalisé d'une manière assez simple. On a fait une extraction des personnes qui formaient le plus sur le GEO et on a sollicité ces personnes. On a aussi été attentif à ce que les personnes du groupe aient de l'expérience en formation de juge arbitre de ligue accréditée. On travaille aussi en collaboration avec la CFOT et le secteur JA de la CFOT, parce que même si le but de cette filière GEO, ce n'est pas de former des pré-JA, le GEO fait partie de la filière de formation des JA, et donc il faut absolument que ce lien soit cohérent. On a voulu aussi s'entourer de bénévoles et de professionnels, donc il y a aussi des professionnels qui sont formateurs géo et qui aussi ont mis en place cette formation géo de manière différente. Ça veut dire avec des parcours de formation à distance, en e-learning par exemple, mais aussi sous d'autres formats, en soirée, en demi-journée, pour avoir aussi leur vision. Et des élus aussi qui nous ont rejoints. Donc, c'est comme ça que ce groupe a été constitué pour essayer d'être représentatif et avec des personnes de différentes ligues. Donc, on a essayé vraiment d'être vigilant et de prendre plusieurs profils pour créer ce groupe. On a vraiment aussi pris en compte les bilans des formateurs sur les formations géo. Donc, tous les bilans des 2 dernières années de formation géo ont été relus. Ça a été un certain temps, mais ça a été extrêmement riche en informations et surtout pour faire remonter les points qui étaient très, très réguliers et qui pouvaient poser problème.
Les échanges avec les formateurs et des stagiaires géo. Donc, il y a des personnes qui ont suivi la formation, qui ont été questionnées. Il y a aussi les formateurs qui ont été questionnés de par quelques échanges qu'on a pu avoir avec Vincent sur les formations de formateurs d'officiels techniques. Donc là, quand je vois les personnes présentes, certains d'entre vous sont concernés. On a pu échanger en direct avec vous pour voir aussi votre vision, en fait, et les points d'amélioration possibles sur cette formation géo, et puis l'expérience des membres du groupe de travail. L'idée et la commande de départ était aussi de clarifier le rôle du géo. Donc ça, c'était un point important et c'est une chose qui revient très régulièrement dans les formations géo, savoir où ce rôle commence et où ce rôle s'arrête. Donc le choix qui a été fait et qui a été validé, c'est de recentrer le géo sur le champ sportif, c'est-à-dire vraiment en lien avec le terrain et avec les manifestations et les compétitions sportives. Tout ce qui peut faire partie d'une chefferie de projet événementiel ou d'organisation au sens événementiel du terme serait décalé sur un autre parcours de formation. Donc ça, c'est un premier temps important. Et donc, cette perspective de formation complémentaire, elle s'inscrit là-dedans. C'est l'idée de pouvoir, dans l'avenir, proposer des parcours de formation sur cet aspect chefferie de projet événementiel notamment. Donc, le rôle du géo est vraiment recentré sur le terrain et le champ sportif. L'idée, ça a été aussi d'articuler cette réflexion et ce travail avec d'autres groupes de travail. Je vais en citer deux, par exemple. Donc, un groupe de travail autour des 210, 215 000 licenciés pour pouvoir essayer de dynamiser les clubs par notamment de la mise en place de nouveaux formats de compétition attrayants, novateurs aussi, et la filière de formation fédérale avec notamment le diplôme d'animateur de club. Donc, on a vraiment cherché à essayer d'avoir une continuité et de voir comment le rôle du géo pouvait bénéficier au sens large au badminton et pour qu'il puisse avoir une articulation et un lien entre différents éléments. Bien entendu, le travail qu'on a fait et la version finalisée qu'on vous propose ce soir, elle a été présentée et validée par les élus. Donc, il y a eu tout ce travail-là aussi qui a été mené et qui va permettre de se projeter vers la rentrée. Là, c'est un peu des premiers éléments de contexte qu'on souhaitait vous donner pour vous expliquer le cheminement qu'on a pu avoir. Alors, sur des points qui reviennent de ces éléments de contexte, il y avait des difficultés qui étaient liées aux formations géo. Donc ça, c'était vraiment des choses que les bilans de formation et les formateurs dans les échanges qu'on a pu avoir avec eux ont fait remonter. Donc, des fois, souvent, beaucoup trop de contenu à traiter, dans le sens où traditionnellement, les 2 jours de formation n'étaient pas satisfaisants pour pouvoir aborder tous les points. Donc, il y avait des impasses qui étaient faites par les ligues et des impasses très souvent différentes. Donc, certaines ligues se disaient on ne peut pas parler du promobad, donc on ne parle pas du promobad. Certaines ligues disaient nous, on ne va pas parler des plateaux, on ne va pas parler des labels. Donc, ça c'est mis à l'impasse. Certaines ligues aussi faisaient des choix de logiciels. Donc, on avait des ligues qui faisaient des formations géo avec BAD+, d'autres avec BADnet. Donc, il n'y avait absolument pas d'harmonisation nationale, ce qui pouvait faire que quelqu'un qui passait sa formation dans une partie de la France peut se retrouver aujourd'hui avec une formation qui n'est pas en lien direct avec quelqu'un qui l'a suivi dans une autre partie de la France. Donc, il y avait énormément de disparités parce qu'aussi, il n'y a pas de ruban pédagogique dans la formation géo. Donc, un peu cette trame, ce fil rouge, ce filigrane pour les formateurs. Donc, on a vraiment essayé de travailler à ça pour pouvoir proposer aux formateurs un fil rouge et qu'il y ait une harmonisation nationale sur les éléments qui sont traités dans la formation géo. On a aussi, bien sûr, voulu alléger en fait des contenus et c'est pour ça que recentrer le géo sur le champ sportif permet de mettre des limites et mettre des bornes sur les contenus traités. Ça, c'est un premier point. Un autre élément, c'était de pouvoir proposer des nouvelles possibilités dans les formations pour faciliter l'engagement des bénévoles. Ça veut dire clarifier peut-être un peu plus ce qu'on peut faire dans la formation pour que cette formation puisse être un petit peu éclatée. Et encore une fois, ce sera un choix des formateurs et des ligues. Donc, il y aura la possibilité de faire peut-être 2 heures de formation en soirée en visio, peut-être une demi-journée de formation, une matinée en présentiel,
peut-être une partie à distance où les stagiaires manipuleront des exercices et des cas pratiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, cette formation, ces formations de géo, et ben, si elles font 14 heures et 7 heures sur les deux niveaux, ça ne veut pas forcément dire un week-end et une journée. Il sera tout à fait possible d'organiser la formation différemment. Donc, le but pour nous, via le ruban pédagogique notamment, c'est de pouvoir clarifier toutes ces possibilités et de donner vraiment des éléments concrets et précis pour les formateurs pour pouvoir mettre en œuvre ces possibilités et ces temps. Donc, c'est notamment pour ça qu'on a proposé une formation en module, donc on y reviendra juste après, avec certains modules qui ont des prérequis, certains modules qui n'ont pas de prérequis et qui vont permettre peut-être de faciliter l'accès à des bénévoles sur les formations. Donc, clarifier le rôle du géo, on l'a dit un tout petit peu, je le redis encore une fois. Le but, c'est vraiment de pouvoir préparer le géo pour qu'il puisse organiser la compétition sur le champ sportif et donc la prendre en main sur la préparation, à la mise en œuvre à la table de marque, mais encore une fois, vraiment sur ce champ sportif. Et aussi, vraiment avoir en tête que le géo, et notamment le géo niveau 2, ce sera un interlocuteur qui serait là pour dynamiser son club et pourquoi pas les clubs, le bassin autour de lui, par des manifestations promotionnelles, par des formats de compétition courts, variés, novateurs, et pas uniquement sur cette gestion de la compétition, ou du moins cette organisation en amont et ce paramétrage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et on a voulu insister là-dessus, que le géo soit aussi responsabilisé comme quelqu'un qui est sur le terrain, mais aussi qui est force de proposition pour mettre en œuvre au sein de son club, au sein de sa structure, des nouveaux formats de pratique. Et donc enfin, des nouveaux formats de pratique, pardon, ou des formats de pratique qui existent déjà, mais sur un temps bien spécifique et avec une clarification de la compétition, notamment via le promobad. Donc ça, c'est un élément important et presque une nouveauté, dans le sens où le promobad, encore une fois, n'était pas traité sur toutes les formations et était parfois un point aveugle dans certains coins de la France. Et encore aujourd'hui, on voit que peu de promobad sont déclarés dans certaines régions et on pense qu'il y a beaucoup à faire avec ce format de compétition qui peut très bien s'organiser pour des jeunes, pour des adultes ou pour des personnes qui commencent le badminton. Un autre point important, c'est positionner Badnet comme logiciel de référence dans les formations. Encore une fois, aujourd'hui, il y avait une disparité et pas d'homogénéité dans le logiciel utilisé dans les formations. Donc, vous savez que la fédération est en partenariat avec Badnet. Et donc, l'idée, dès la rentrée, c'est de pouvoir positionner Badnet comme logiciel de référence. Alors, l'idée, c'est vraiment aussi de vous accompagner à ce sujet-là et de proposer aussi des situations un petit peu clés en main, notamment pour les stagiaires. Donc, on y reviendra un petit peu après, mais il y a un travail avec Badnet qui est organisé à ce sujet. Voilà pour les éléments de contexte. Je vous propose de faire un premier temps un petit peu plus détaillé sur les formations. Donc, comme je vous disais, il y aura une architecture de formation en 2 niveaux. Donc, un premier niveau de géo, un géo de niveau 1. L'objectif de cette formation, ce serait de donner les bases pour construire et mettre en œuvre, donc dans le cadre réglementaire avec différents acteurs, une compétition individuelle ou par équipe. Et l'idée, ce serait de pouvoir organiser cette formation en 14 heures avec 4 modules. Certains modules auront des prérequis et certains modules n'auront pas de prérequis. Donc ça, on y reviendra juste après sur le tableau récapitulatif. Et il faudrait réussir un questionnaire de validation pour valider la formation. Donc là, on est vraiment sur des éléments de base pour construire et mettre en œuvre la compétition dans le cadre réglementaire. Donc on y reviendra un petit peu après avec le nom des modules, mais peut-être que construire, ça vous donne un petit peu déjà des éléments de ce qu'on peut attendre sur cette formation, sur cet aspect en amont. Mettre en œuvre, on est aussi sur le pendant. Le cadre réglementaire, donc ça fait vraiment écho au règlement, et avec différents acteurs. Le géo, et notamment le géo niveau 1, sera jamais tout seul, puisqu'il n'aura pas de droit pour le promobad. Les droits pour le promobad seront déclenchés au 2e niveau de géo, pour des raisons qu'on évoquera un tout petit peu après. Donc, il y aura déjà un premier acteur avec lui qui sera le juge arbitre, bien sûr, mais aussi tous les organisateurs, les joueurs, etc. Donc, il y aura toujours différents acteurs autour de lui.
et une compétition individuelle ou par équipe, parce qu'on pourrait très bien s'occuper de compétitions individuelles ou par équipe par du promobad ou par la gestion de compétitions privées ou des interclubs au sens large. Donc 14 heures de formation et on insiste bien sur le fait de parler en heures et pas en jours, parce que comme on l'a dit un tout petit peu avant, 14 heures, ça ne veut pas dire 2 jours. On peut très bien partir du principe que 7 heures de formation soient faites en distanciel et 7 heures en présentiel, et auquel cas, on serait plus que sur 1 jour de formation en présentiel et 7 heures en distanciel qui pourraient être éclatées en soirée ou sur plusieurs temps. Donc ça nous paraît important de communiquer par un volume horaire plutôt que par un nombre de journées. 4 modules avec son prérequis et questionnaire de validation. On y reviendra un tout petit peu après, mais le questionnaire de validation, l'idée, ce serait de le faire passer à la fin de la formation. Il n'y aurait pas de nombre limite de passage pour le questionnaire de validation. Donc, si les personnes au sein de la formation ne réussissent pas le questionnaire, elles auraient, encore une fois, d'autres questionnaires qui pourraient leur être envoyés et elles pourraient le réessayer plusieurs fois. Donc ça, c'était une nouveauté aussi. À ce jour, comme vous le savez, il n'y a pas de questionnaire de validation à la fin de la formation. Certains formateurs le font, mais juste peut-être pour tester les connaissances acquises par les stagiaires pendant le week-end. Là, ce sera vraiment un questionnaire à réussir pour valider la formation. Donc, le second niveau de formation, lui, l'objectif, c'est de gagner en autonomie. Gagner en autonomie, c'est-à-dire sur cette fonction de Géo1, c'est de pouvoir être partie prenante sur des compétitions de plus grande envergure et avoir les bases pour construire et mettre en œuvre une compétition Promobad. Donc, elle a été placée sur ce niveau parce qu'on se rend compte que la gestion du Promobad, elle demande forcément des compétences plus poussées. Il faut pouvoir être capable de gérer des imprévus, il faut être capable de pouvoir gérer des blessures, des forfaits pendant la compétition. Donc, ça demande en fait des compétences supplémentaires. Et parfois, certains géos formés aujourd'hui n'osent pas mettre en place du Promobad parce qu'ils ne se sentent pas assez armés pour le faire. On se rend compte qu'il peut y avoir des fois un petit peu des couacs dans la gestion des Promobad parce que les géos aujourd'hui n'étaient pas forcément assez bien formés et pas capables d'appréhender toute la complexité d'une compétition. Donc, c'est notamment pour ça qu'on a décidé de le mettre sur second niveau. Donc, ce seront 7 heures de formation qui seront réparties en 3 modules et avec un stage pratique à réaliser. Donc, ce stage pratique, on l'a pensé de manière assez simple sur le côté opérationnel. Le but, c'est absolument pas de complexifier la tâche de tout le monde, mais c'est pouvoir donner la possibilité à un géo qui a fini ses 7 heures de formation de vivre une compétition avec quelqu'un qui pourra l'aider et qui pourra avoir un œil sur lui pour l'accompagner. Comme vous le savez aussi très bien, à ce jour, on avait des personnes qui validaient la formation en faisant parfois acte de présence et les géos ne gèrent pas leur activité au même sens que les officiels techniques, que les juges arbitres, les juges de ligne. Et donc, on peut avoir un volume de formés chez les géos très, très important, mais sans pour autant avoir sur le côté opérationnel des personnes qui sont impliquées et investies. Et on a parfois des personnes qui sortent de formation et qui ne vont jamais participer à des compétitions ou qui vont le faire 6 mois, 8 mois, 1 an et demi plus tard. Et dans ces cas-là, on repart presque à zéro. Donc, ce stage pratique, c'est pour s'assurer que les personnes aient au moins vécu une compétition une fois. Parce que comme vous pouvez le voir, pour passer du premier au second niveau, il n'y a pas de stage pratique. Alors que là, c'est le cas. Donc, ça nous permettra de nous assurer que les personnes ont déjà vécu une compétition une fois, ce qui est une expérience importante, et surtout avec quelqu'un qui est là pour les aider. Donc, ça peut être soit dans le club ou soit le géo niveau 2 en formation qui se déplace pour aller suivre un juge arbitre ou un géo sur une compétition. Ça, c'est un élément important et ça nous semblait central de pouvoir amener cette notion-là. C'est une chose qui est aussi beaucoup revenue dans les échanges avec les formateurs sur les formations de formateurs d'officiels techniques. Alors, on a bien conscience que ça va peut-être réduire le nombre de personnes en formation sur les géos niveau 2, parce que ce stage pratique peut être aussi un petit peu contraignant. Mais on pense que les personnes qui s'engagent sur ce type de formation, ce seront des personnes qui seront aussi mieux armées et surtout plus actives. Donc ça, c'est un petit peu le cadre global de cette architecture.
Alors, si on doit aller dans le détail, on est désolé si le tableau n'est pas très digeste, mais c'est ce qui nous semblait peut-être le plus simple pour être clair. Donc, vous retrouvez dans la colonne de gauche du tableau les 4 compétences développées pour le Géo niveau 1. Donc, la première compétence, c'est comprendre le rôle et le champ d'action du Géo. Donc, ce serait un module qui durerait 2 heures et qui n'aurait pas de prérequis de formation en termes d'inscription. Donc, les prérequis d'âge ne changent pas. OK. Et donc, quand j'ai l'âge minimum, je peux m'inscrire à ce module. Il n'y a pas de prérequis à ce module de 2 heures. Donc, on pourrait très bien imaginer un comité ou une ligue qui met en place ce module un soir, éventuellement à distance, pourquoi pas, ou en présentiel aussi, donc de 18h à 20h, de 19h à 21h, pour présenter et comprendre le rôle du Géo. Il y aura ensuite une compétence qui est être capable de connaître et comprendre le règlement pour le mettre en pratique de manière adéquate. Donc, c'est un module règlement et application. Donc, sur ce module, on irait dans le règlement, mais aussi sur les applications du règlement. Donc, l'idée dans les supports qui vous seront fournis, ce sera pas de faire quelque chose d'extrêmement descendant, mais d'avoir des méthodes pédagogiques un petit peu plus dynamiques. Donc 3h30 pour ce module, et pour pouvoir s'inscrire à ce module, il faut avoir suivi donc le module précédent qui est comprendre le rôle et le champ d'action du Géo. Ça nous paraît important que les personnes qui restent sur le module règlement puissent savoir ce que peut faire un Géo, qui il est et quel est le sens de sa mission, parce que c'est un point clé pour pouvoir appréhender le règlement d'une bonne manière, ou du moins en ayant bien en tête le sens de sa mission et surtout ce qu'on peut y faire. Une troisième compétence qui est être capable de construire et paramétrer la compétition pour répondre à l'objectif de l'organisateur. Donc, ce module construction et paramétrage, les prérequis, donc ce seraient les 2 modules d'avant. Okay, Géo, rôle et fonction et règlement. Comprendre le sens de son rôle et de sa mission, avoir les billes réglementaires sont des éléments fondamentaux pour pouvoir construire et paramétrer la compétition comme il se doit. Et puis, une dernière compétence qui est assurer le bon déroulement de la compétition avec la table de marque. Donc, gestion de la table de marque le jour J, volume horaire de 2h30. Et donc, ça, c'est un module qui serait aussi sans prérequis. Donc, on pourrait très bien imaginer des bénévoles de club qui viennent chercher uniquement en fait, ce module. Des personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre les missions, le rôle et les fonctions du Géo sur l'aspect réglementaire, sur la construction, le paramétrage de la compétition, mais qui veulent parfois filer un coup de main à la table de marque de manière un peu plus approfondie, avec un peu plus de volonté. Et donc, des personnes pourraient venir uniquement chercher ce module-là et cette compétence-là. Et puis, peut-être plus tard, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, après, passer les autres modules de la formation. Et donc, à l'issue de ces modules, il y a un questionnaire qui sera envoyé aux personnes qui auront suivi ces formations, ces modules de formation, et elles devront le valider. Voilà un petit peu pour l'organisation de ce Géo de premier niveau. Pour le Géo de second niveau, les 3 compétences développées, donc connaître le Promobad et être capable de l'organiser, c'est un élément qui nous paraît encore une fois central, et de vraiment flécher, mettre en avant une compétence en lien avec le Promobad. C'est un moyen vraiment important pour nous pour mettre en avant ce format de pratique, plutôt cette formule de compétition, ce type de compétition, pardon, ce type de compétition qui permet des formats de pratique vraiment très variés et diversifiés. Et donc, ça veut dire qu'il doit apparaître dans le contenu de la formation. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est presque en soi une nouveauté. Donc, préparer une compétition en autonomie pour répondre à l'objectif fixé. Donc, on est vraiment sur gagner en autonomie et préparer une compétition en autonomie. Le Géo niveau 1 doit absolument travailler main dans la main et en partenariat avec le juge arbitre. Le Géo niveau 2 acquiert des droits pour le Promobad, et donc se retrouverait dans la posture de préparer une compétition en autonomie. Donc, il faut pouvoir le préparer à ça. Et puis, gérer une compétition en autonomie pour répondre à l'objectif fixé. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voyez que la manipulation du logiciel de compétition, elle serait un petit peu en filigrane et intégrée au sein des modules, avec des allers-retours, des exercices, des situations pratiques en aller-retour au sein des modules. Voilà, donc ça, c'est une organisation pédagogique qui change un petit peu. Donc, une fois que le Géo niveau 2 aurait suivi 7 heures de formation, il a un stage pratique à réaliser, comme on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure.
et ensuite un questionnaire à valider. On l'imagine, ce questionnaire notamment sur le stage pratique. Et encore une fois, il y aurait de la souplesse dans l'organisation et la mise en œuvre du stage pratique. Il n'y aura pas de demande qui devra être faite par Formabad, par exemple. Ça pourrait être le géo qui se déplace sur une compétition ou un géo ou un JA qui vient dans une compétition du club ou le géo en formation à la table de marque et à la préparation de la compétition. Voilà. Il y aurait vraiment une souplesse pour encore une fois s'assurer que la personne a vécu une compétition de A à Z, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qu'elle puisse bien comprendre la mesure de ce que ça veut dire. Voilà un petit peu pour les compétences développées et la modularité. Vous voyez que par contre, pour pouvoir s'inscrire à ces modules, il faut avoir validé, il faut avoir le géo niveau 1. Donc les modules pourraient être organisés dans l'ordre que la ligue ou que le formateur le souhaite, même si on peut imaginer que préparer et gérer, ça pourrait tout à fait s'enchaîner. Mais bon, voilà, si vous avez une organisation particulière au niveau de la ligue, vous avez la possibilité de vous organiser comme vous le souhaitez sur la mise en œuvre des modules. Alors, les incidences sur la formation de juge-arbitre. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, le GO, il a 14 heures plus 7 heures de formation. Le but, c'est absolument pas de rallonger le temps de formation pour les juges-arbitres de ligue accrédités. Donc, il y aura forcément des éléments qui sont traités dans la formation de juge-arbitre de ligue accréditée qui seront rebasculés sur le GO niveau 2, notamment sur la préparation en autonomie, la gestion de la compétition. Donc, ça, c'est un travail qu'on a fait aussi avec le secteur JA de la CFOT. Donc, on a vraiment travaillé communément et main dans la main sur ça. En tout cas, pour pouvoir s'inscrire à la formation JALA, il faudra avoir le GO niveau 2. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont titulaires du GO, elles ont l'équivalence du GO niveau 1 et bien sûr, elles garderont leurs droits pour le Promobad. Les personnes qui ont passé le GO aujourd'hui ont les droits pour organiser ce type de compétition. Donc, elles le garderont. Il est absolument pas pensable pour nous de retirer ce droit. Bien entendu, que le GO niveau 1 il sera suffisant pour au moment de la déclaration des compétitions sur Puna. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Donc en fait, pour les personnes qui passaient le GO aujourd'hui, le temps de formation reste le même, c'est juste leurs prérogatives qui seront plus limitées puisqu'elles n'auront plus accès à la gestion du Probat, vous l'avez compris. Et donc, il faut avoir passé ce GO niveau 2 pour pouvoir accéder à la formation de JALA. Ça veut dire qu'au niveau des ligues, c'est super important que vous prévoyez une formation GO niveau 2 avant de prévoir une formation JALA à la rentrée. Comme disait Vincent, on a conscience que le timing n'est pas forcément adéquat et que peut-être ça va vous amener à chambouler vos calendriers. Mais nous, on ne peut que préconiser d'organiser une formation de JALA peut-être en fin d'année civile ou en début d'année 2024. Parce que comme vous l'avez compris, il y a ces 7 heures de formation, il y a le stage pratique derrière. Donc, ça décale un petit peu tout dans le temps. Et autant si je caricature, on pouvait aujourd'hui, en 3 jours, enchaîner GO et JA. Autant là, ce sera plus possible. En 4 jours, pardon, GO et JA. Autant là, ce sera plus possible parce que vous avez vos 14 heures de formation pour le GO niveau 1, vous avez vos 7 heures de formation pour le GO niveau 2, et ensuite, il faut que vous puissiez aller sur un stage pratique. Donc, mécaniquement, ça allonge un tout petit peu l'enchaînement des formations. Et donc, c'est important de pouvoir prévoir cette formation de niveau 2 et de laisser un petit peu de temps pour que les personnes puissent faire leur stage avant d'aller vers les formations de JA. Donc, peut-être que sur cette année prochaine, il y aura un petit peu moins de formations de JA en nombre qui seront organisées sur les territoires. Donc, comme on l'a dit, la formation JALA elle est réduite de 14 heures à 7 heures. Et donc, le contrôle de connaissances qui était sur la formation, il sera basculé sur le stage pratique des juges arbitres de ligue accrédités. On remercie aussi, il y a des personnes présentes ici qui ont contribué en fait à la bibliothèque de questions. On avait envoyé il y a quelques mois maintenant des demandes. Enfin, on avait proposé à des formateurs de soumettre des questions. On a eu une bonne vingtaine de retours, donc on les a bien entendu centralisés. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi proposer plusieurs questionnaires qui seront mis à jour avec vos retours. Et donc, ce questionnaire sera basculé sur le stage pratique. Les supports de formation JALA, ils seront bien sûr mis à jour pendant l'été. On en a parlé avec le secteur JA de la CFOT. On y travaille, et tout comme le Memento formation JALA qui est disponible sur le site et qui reprend, qui retranscrit toutes les étapes
pour ces formations et pour bien clarifier toutes les étapes de validation. Et puis, dans le guide du BAD, comme c'est noté, par rapport aux besoins de formation pour les JALA qui sont inactifs, donc les juges arbitres qui sont inactifs, ils auront uniquement la formation JALA en un jour à passer pour pouvoir reprendre de l'activité. Ça, c'est 3 incidences concrètes sur la formation. Alors, on vous propose peut-être voilà, ce schéma qui peut simplifier peut-être la compréhension. Donc, on a notre formation de JALA de 7 heures. Ensuite de ça, quand on a fini notre formation, on a 1 an pour réaliser notre stage pratique en tant que JA. Sur le stage pratique, je passe mon examen théorique. Donc, si j'échoue, j'ai 6 mois pour effectuer le rattrapage. Donc, ça, c'est des choses qui sont cadrées dans le règlement dans le guide du BAD. Et ensuite, on peut se diriger vers l'examen. Donc, ça, c'est un petit peu le parcours pour le JALA et l'incidence que ça peut avoir sur la formation. Encore une fois, le but pour nous, c'était vraiment de travailler main dans la main avec le secteur juge-arbitrage et de pouvoir à la fois faire en sorte que le GO, ce soit une personne ressource du club et une personne qui soit force de proposition pour mettre en œuvre des formats de compétition plus courts, peut-être un petit peu différents, peut-être un petit peu novateurs, sur des temps différents de compétition traditionnelle. Et aussi qu'ils soient bien préparés à aller vers le juge-arbitrage parce qu'on a des formateurs de juges-arbitres qui peuvent aussi parfois faire des remarques et des retours sur des GO qui viennent et qui sont un petit peu verts, qui ne sont pas tout à fait prêts à se lancer dans le juge-arbitrage. Et donc, on pense que d'étaler un petit peu le temps de formation avec ce stage pratique notamment, et pas le volume horaire, vraiment le temps de formation, ça pourrait permettre à tout le monde d'être gagnant et avoir des personnes qui pourraient un petit peu plus, de manière un petit peu plus aisée, rentrer dans la formation de JA, qui auraient déjà un tout petit peu plus d'expérience et avec la modularité et la possibilité d'éclater la formation, avec notamment des temps en soirée, ça pourrait être une nouvelle modalité et pas forcément beaucoup plus de contraintes pour les personnes qui s'y lancent. Alors, quelques éléments complémentaires. Donc, pour les formateurs, il y a beaucoup de formateurs ce soir. On souhaite vraiment vous accompagner d'ici la rentrée. Donc, vous donnez des fiches descriptives des formations pour notamment communiquer autour de cette formation, autour de ces formations, mais pour mieux les comprendre. Donc là, c'est vraiment centré sur le GO notamment. Vous fournir des rubans pédagogiques. Donc, pour les personnes qui étaient sur les renouvellements des FFOT, on en a beaucoup parlé ensemble et on a même travaillé sur ces rubans pédas. Donc, c'est vraiment ces fils rouges, ces organisations, un petit peu ces scénarios de mise en œuvre. Et avec à chaque fois pour les modules, donc un module de 2 heures, en face le support de formation et des méthodes pédagogiques pour mettre en œuvre ces contenus. Donc, l'idée, c'est vraiment de préparer un guide, un fil rouge. Mettre à jour, bien entendu, la demande d'autorisation de formation. Donc là, on y travaille pour que ce soit prêt rapidement parce qu'avec cette modularité, les choses vont changer. On pourrait très bien imaginer des ligues qui mettent en œuvre qu'un module ou 2 modules dans la saison. Ça pourrait tout à fait s'imaginer. Donc, il faut aussi pouvoir adapter la demande d'autorisation de formation. Et tous ces éléments, ils seront déposés sur la plateforme SharePoint pendant l'été. Donc, n'hésitez pas à consulter votre plateforme SharePoint aux alentours de mi-août, fin août, avant la rentrée du 1er septembre. Le but pour nous, c'est de vraiment, pour fin août, avoir déposé les documents sur la plateforme et ce qui permettra de les lire et les consulter pour être prêt à la rentrée. Donc vraiment, il est possible d'apporter de la souplesse dans la mise en œuvre. Donc les ligues et les formateurs resteront les décisionnaires. On en a parlé, il y a des modules qui peuvent tout à fait s'imaginer en distanciel. Maintenant, ce seront les ligues et les formateurs qui auront le choix. Vous aurez bien entendu tout à fait le choix et la liberté de faire les 14 heures de formation en présentiel et les 7 heures de formation en présentiel. Maintenant, si vous décidez de vous organiser autrement, ce sera tout à fait possible. Ça dépendra des choix de ligue, ça dépendra aussi des compétences des formateurs et de vos capacités ou du moins de vos sentiments quant à la mise en œuvre des formations en distanciel. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment apporter cette souplesse. On travaille aussi avec Badnet pour la création de cas pratiques et de tutos vidéo. Donc, on échange avec Badnet. Il y a une demande qui leur a été faite pour que
des cas pratiques soient créés, soient tout prêts et soient mis à disposition des formateurs aujourd'hui. Donc, ce sont des choses qui n'existent pas et avec lesquelles on travaille et on espère pour pouvoir vraiment très, très rapidement, après la rentrée, les mettre à disposition. Donc, ça vous permettra, vous, de les utiliser dans les formations. Ça permettra peut-être aussi de les donner aux stagiaires pour qu'ils puissent s'exercer par la suite. Et ça permettra encore une fois d'harmoniser les exercices qui peuvent être mis en place sur le territoire national. Et des tutos vidéo, donc il y a déjà des choses qui existent sur la chaîne de Badnet, des choses qui sont aussi très bien faites. On veut les remettre en avant et les compléter par une ou deux demandes supplémentaires. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner un maximum d'outils pour vous armer, parce que ça, c'est des choses qui revenaient aussi beaucoup dans les bilans de formation et dans les échanges avec les formateurs sur ce manque un petit peu d'outils et de cas pratiques. Et donc, il y a beaucoup de formateurs qui faisaient les leurs et parfois, c'était vraiment chronophage. Les grades et les agréments pour les responsables de formation ne changent pas. Donc, il n'y a aucun changement à ce sujet-là. Donc, pour pouvoir être responsable de formation Géo, il y a toujours deux possibilités. Donc, soit avoir l'agrément de formation de formateur de technicien et avoir le Géo depuis au moins 2 ans et avoir participé à 5 compétitions, ou avoir l'agrément de formation de formateur d'officiel technique et avoir le Géo depuis 2 ans et participer à au moins 5 compétitions. Pour les juges arbitres, les agréments ne changent pas non plus, donc il n'y a aucun changement sur, on va dire, les conditions d'accès pour être responsable de formation à ce sujet-là. Donc, encore une fois, ce sont les ligues qui ont la main. Nous, au niveau de Formabad, on ne refuse jamais un responsable de formation qui a les conditions. Si vous avez l'expérience et les grades, nous, on ne refuse pas les personnes. On est juste vigilant à ce qu'ils aient les conditions. C'est vraiment les ligues qui font des choix de formateurs sur leur capacité à mener la formation en tant que responsable. Donc, les ligues auront vraiment, encore une fois, la main pour placer les formateurs. Je termine, c'est la dernière diapo et je vois qu'il y a pas mal de réactions, donc ce sera l'occasion de continuer là-dessus. Il nous restera à peu près 45 minutes. Donc, en termes de communication, il y a une newsletter pour les dirigeants qui part demain, une newsletter qui va reprendre des informations importantes pour la rentrée. Donc, ça partira demain. Communication dans les jours à venir sur le site fédéral. On fera un article à ce sujet. Et donc, replay du webinaire sur la chaîne YouTube de Formabad avant le 13 juillet. Donc, avant le 13 juillet, on s'engage à monter et mettre en ligne le replay pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes ce soir ou les personnes qui sont présentes ce soir mais qui souhaitent le réécouter. Et je termine juste par passer une petite information. Je déborde un tout petit peu, mais je sais qu'il y a des juges arbitres ce soir et donc avec la CFOT, on va organiser des webinaires de formation continue pour les juges arbitres de ligue accrédités et les juges arbitres de ligue certifiés. Donc, vous avez été questionnés dernièrement sur vos souhaits de formation continue. Donc, on les a complètement pris en compte. Et donc, 4 webinaires seront organisés donc le 17 octobre, 8 novembre, 21 novembre et 19 décembre. Je me permettais de faire passer l'info rapidement parce qu'il y a beaucoup de potentiels intéressés qui sont présents. Mais en tout cas, ça va dans cette idée de chercher à accompagner les juges arbitres, mais aussi les géos, comme on a pu dire un tout petit peu avant, dans la mise en œuvre et les changements. Donc, je vais arrêter mon partage et on va pouvoir discuter, échanger. J'ai relevé plusieurs questions, Camille, merci. Dans le désordre, là, tu m'entends là? Oui, parfait. Oui. J'ai réactivé tout. Il y avait des questions notamment sur les droits d'accès des GEO dans Puna. Donc, il y a Nathalie et plusieurs personnes qui ont soulevé ce problème-là. Donc, on est en train, nous, de travailler sur le développement des fonctionnalités de Puna. Pour ceux qui connaissent un petit peu la machine Puna, vous savez que en termes de délai et de mise en œuvre pour une modification, c'est très long. Mais en tout cas, c'est enclenché, c'est prévu sur le secteur formation, c'est prévu sur le secteur vie sportive. Donc, s'il y a des fonctionnalités à faire évoluer dans ce sens-là, on fera en sorte que ce soit intégré à la commande Puna. Après, en termes de délai, ça, je dirais, on n'a pas la main là-dessus.
Ensuite, sur les questions, il y avait des questions d'équivalence, des questions sur le volume. Il y a une slide Ouais. où on a 14 heures sur le niveau 1 et 15 heures sur le découpage de la slide suivante. Oui, Donc, alors sur le petite découpage, coquille. il y a une heure qui s'est rajoutée et c'est dans les rubans, elle a été extraite des rubans PEDA et en fait, il y a une demi-heure d'accueil et une demi-heure de questionnaires de validation qui sont rajoutés pour avoir un tout petit peu de souplesse. Mais sur le cœur de la formation, on est bien sur 15 heures. Et oui, oui, Jean-Loup, les questionnaires de validation, ils seront fournis. L'idée, c'est de les mettre à disposition, comme c'est le cas pour les juges arbitres, et pour toujours avoir cette idée d'harmonisation en fait, des questions sur le territoire. Pour ce qui est donc le GO ancienne formule, devra-t-il passer le GO2 pour s'inscrire à la formation JALA? Oui, oui, ce qui veut dire qu'on garde ce volume horaire de 28 heures au total, en gros, là, pour pouvoir avoir, pour pouvoir valider, enfin, prétendre à valider plutôt, pour toutes les formations au niveau de juge arbitre de ligue accrédité. Donc là, ce serait 14 plus 7 plus 7. Avant, c'était 14 plus 14. Donc là, on est sur 14 plus 7 plus 7. Depuis ces années, seul le responsable du club peut déposer la compète et pas le GO. Ça doit quand même pas être bien compliqué. Juste une case à cocher pour les autoriser. Ah, c'est peut-être la réaction par rapport à ce que tu disais, Vincent, sur la fonctionnalité. Oui, oui, je pense que c'est en lien avec Puna, Nathalie, là, ton commentaire. Oui, oui. Mais, on vient d'avoir les délais et les éléments sur les modifications. En fait, c'est assez complexe, mais pour changer une case, il faut quand même qu'on passe une commande assez précise. Donc là, je verrai avec Alex Komilki sur la vie sportive, mais il faut voir si c'est prévu ou pas et à quelle échéance. Alors, sur les remarques sur faire en sorte que le GO ne soit pas des prête-noms, que ce soit ceux qui organisent les compétitions. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de présence, hein, vous le savez. Donc, ça, c'est des choses qui n'évoluent pas, mais qui seront peut-être des réflexions à l'avenir. Mais en tout cas, il y a pas de changement à ce sujet-là. Euh, donc, euh, j'espère que le géo que je suis depuis longtemps sera automatiquement qualifié de géo niveau 2. Donc, les personnes seront géo niveau 1 pour une seule raison. Enfin, pour une seule raison, non, mais pour une raison notamment, c'est que si elles passaient sur le géo niveau 2, tout de suite, elles ne seraient pas après de nombreux échanges, et c'est un élément qu'on a beaucoup discuté, euh, il a été réfléchi, pensé, décidé qu'elles n'auraient pas toutes les compétences nécessaires pour pouvoir aller sur la formation JA et que du coup, leur formation JA ne durerait que 7 heures et pas 14 heures. Et en 7 heures, c'est absolument pas possible de faire passer tous les messages qu'il y a à faire passer sur cette formation. Maintenant, le fait d'être GO depuis longtemps et d'avoir passé cette formation avant le 1er septembre, vous gardez vos droits pour le promobad. Donc, en soi, il n'y a pas de gros changements. En fait, vous gardez toutes les prérogatives que vous avez aujourd'hui. Et si demain, vous vouliez aller vers la formation JA, vous auriez eu 14 heures de formation. Et ben là, c'est la même chose. Vous avez 14 heures de formation. Donc, c'est vrai que parfois, on peut peut-être avoir l'impression pas d'être complètement valorisé parce qu'on a beaucoup d'expérience et qu'on n'est pas tout de suite sur un niveau 2. Mais dans les faits, il n'y a pas de changement à ce sujet-là puisque les droits restent les mêmes et le temps de formation pour aller vers le JA, si c'est ce qui vous intéresse, reste le même. Qui validera le stage pratique GEO? Les formateurs. Alors, le stage pratique GEO, il sera validé par la personne qui sera présente en fait le jour J. Donc, c'est cette personne-là qui sera présente, qui devra être en lien en effet avec les formateurs pour s'assurer que le stage a été fait en fait. Donc il y aura ce lien forcément qui devra être fait. Un ancien géo est apte à organiser son probad, mais il a besoin de faire le GO2 pour pouvoir accéder à la formation JALA, c'est bien cela. Pour les anciens géo, le GO2 n'est nécessaire que s'il souhaite devenir JALA. Tout à fait, c'est ça, c'est complètement ça. Le GO2, il est nécessaire que si on veut devenir juge arbitre de ligue accrédité. Si on a passé la formation GO il y a quelques mois ou quelques années, on garde nos droits sur le promobad et on peut toujours continuer à le faire. Donc ce changement, il est vraiment pour les personnes qui rentrent en formation, tout à fait. Un ancien GEO devient GE1, si j'ai bien compris, c'est ça, tout à fait.
Tant que les formateurs géo n'auront pas les PowerPoint de base de Jala, on ne pourra pas être sûr d'avoir tout dit et de ne pas s'être chevauché. Je ne comprends pas toujours pourquoi pas avoir accès à ces documents. OK. En tout cas, on peut tout à fait, oui, réfléchir communément à ça et voir comment on peut trouver le moyen, notamment par une grille de compétences. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de bien clarifier les compétences et les attendus du GO2 pour s'assurer qu'il y ait un lien avec la formation de JA qui soit le plus fluide possible. Je regarde, je déroule les questions. Une question dans les QR sur les JALC sont tous GEEO2. Comment cela apparaîtra sur Puna? Est-ce qu'on a la réponse à ça aujourd'hui? Les JLC sont tous GO2. Comment cela apparaîtra sur Puna? Alors, sur Puna, des échanges qu'on a eu avec le secteur informatique, il y aurait un distinguo qui serait fait entre les GO ancienne version, qui serait sans doute appelé les GO Promobad. Pour les personnes qui ont déjà validé ces formations, là, JALA et plus, JLC, arbitres fédéraux, il y aurait aucune incidence pour eux, puisqu'ils ont des droits supérieurs et de toute façon, on ne peut pas perdre le statut de JA. Donc, pour eux, il y aurait pas de difficulté. En fait, il n'y a pas de risque de revenir en arrière. Alors, je vois qu'il y a des commentaires sur Badnet Test, où en effet, aujourd'hui, sur Badnet Test, il y a des possibilités pour pouvoir s'entraîner. Le but, c'est d'obliger les clubs à faire des promobad, car on ne parle pas de tournois privés ni d'interclubs. Alors, c'est pas du tout d'obliger les clubs à faire des promobad, c'est pour pouvoir certains leur faire prendre conscience que les promobad existent ou leur faire connaître ce type de compétition. Parce qu'encore une fois, dans beaucoup de formations, on se rend compte que cette partie-là n'était pas mise en avant ou de manière très, très succincte et il n'était pas présenté aux stagiaires toutes les possibilités que le Promobad peut offrir. Donc, l'idée, c'est surtout de mettre en lumière le Promobad et s'il peut être mis en place en tant que tel dans les clubs, c'est parfait. Il y a de plus en plus de comités départementaux qui peuvent l'utiliser pour certains types de compétitions et même notamment des interclubs qui demandent des personnes qui soient capables de les mettre en œuvre. Donc, le but, ce n'est pas du tout d'obliger à faire des promobad, mais parfois, juste de mettre en lumière ce format. On a aussi des retours de personnes qui, des fois, se disent « Ah bah tiens, je ne savais même pas qu'en tant que géo, là, j'avais le droit en fait, de pouvoir organiser ce type de compétition. » Donc, c'est vraiment mettre en lumière, cette possibilité-là. Il n'y a absolument pas d'obligé. Les formateurs devront-ils passer le GO2? Alors, encore une fois, il n'y a pas d'obligation à ce sujet-là et c'est vraiment les ligues qui feront les choix. Je reprends le commentaire, il me semble que c'était Guillaume qui disait que les GO1 expérimentés qui faisaient des promobad aujourd'hui garderont les droits. Oui, tout à fait. On peut très bien imaginer un GO, quelqu'un qui a passé son GO il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui est extrêmement expérimenté en fait dans la mise en œuvre du promobad. On peut tout à fait le mettre responsable de formation si on estime et si lui il estime qu'il en maîtrise les contenus et qu'il est capable de faire passer les messages importants. Donc il n'y a pas d'obligation à ce sujet pour les formateurs. Pour aller sur un tournoi individuel, on est d'accord que le GO1 suffit, tout à fait. Combien de temps dure la partie pratique du GO2? Un jour, un week-end. La personne doit-elle suivre la compétition en amont? Quel est le délai pour passer après la formation? Alors, sur le stage pratique, le but, encore une fois, c'est de pouvoir faire vivre, une compétition à la personne, mais la compétition dans sa totalité. Donc, nous, ce qui nous paraissait important, c'était de s'assurer qu'il y ait au moins ce vécu-là. Ce qu'on peut demander, c'est qu'il y ait en effet une association en amont, mais cette association elle pourrait être complètement différente selon la nature de la compétition et qu'il y ait une participation le jour J un peu approfondie. Donc,
on partait sur en gros le volume horaire d'une demi-journée. Okay, c'était un petit peu ça le volume horaire qu'on avait en tête. Et donc, le délai, l'idée pour nous, c'est d'être assez souple, mais de pouvoir s'inscrire dans ce qui dans ce qui se fait aujourd'hui sur les juges arbitres. Et donc, on partait plutôt sur la même durée pour réaliser le stage pratique qui est d'1 an. Donc, Jean-Loup, pour déclarer une compétition dans Puna, comment sera-t-il possible de faire simplement la différence entre un GO1 ancienne formule et un GO1 nouvelle formule? Puna le signalera. Alors oui, le GO1, enfin le GO ancienne formule, il s'appellera GO promo. Et donc, on a GO1 et GO2. Donc, dans Puna, ça apparaîtra et les droits seront spécifiés à ce sujet-là. Jean-Pierre, je suis GO-JLC et formateur et je devrais donc former moi-même des GO2. Alors, sans être GO2. Alors oui, mais en fait, vous avez complètement les compétences pour le faire. C'est juste le nom qui change, mais vous avez complètement les compétences pour le faire. C'est une partie de la formation de JA qui est remise sur le GO2 et c'est un petit zoom sur le Promobad. Donc, il n'y a aucune obligation pour les formateurs donc, de passer ce niveau de formation. Et sincèrement, il y a les formateurs qui sont actifs régulièrement actuellement ont complètement les compétences pour pouvoir mettre en place ces formations. Voilà, c'est vraiment un zoom sur le Promobad et une petite partie du juge arbitre de Ligue accréditée qui est remis sur cette formation-là et une utilisation aussi de Badnet en lien avec tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de passer cette formation et c'est des compétences que vous avez et que vous maîtrisez déjà. Quelle urgence à faire cette réforme pour les formateurs au lieu de co-construire sur une saison? Alors, ce travail, on a vraiment cherché à le co-construire le plus possible, très sincèrement, et à essayer de faire avancer les choses aussi vite qu'on a pu. On est vraiment conscient que le timing n'est pas bon. En tout cas, que vous auriez apprécié avoir les éléments plus tôt. Le but pour nous, ça va être de vous donner les éléments rapidement pour pouvoir vite vous organiser et que la prise en main de l'organisation des formations soit rapide, sachant qu'encore une fois, sur les contenus et en tant que formateur, c'est des choses que vous maîtrisez et la nouveauté ne sera pas tant sur les contenus, mais plus sur la mise en œuvre. Donc, c'est ça qui est important pour nous comme message à faire passer. Mais en tout cas, on comprend tout à fait que le calendrier ne soit pas adéquat. Pour pouvoir s'inscrire sur une formation JALA, il faut avoir validé le GO2 en entier. Théorie, stage pratique, c'est ça, exactement. Quand les docs seront dispo, donc l'objectif, c'est de pouvoir mettre les documents là extrêmement rapidement. D'ici déjà le 13 juillet là, et le départ en vacances de certains, qu'il y ait de nombreux éléments qui soient sur la plateforme SharePoint et notamment les rubans pédagogiques. Ensuite, tous les contenus ils seront finalisés notamment pendant l'été. On attend aussi les retours des exercices pratiques par Badnet pour pouvoir vous les donner. Donc, il y aura 2 temporalités sur les documents. Un premier temps qui sera là avant le 13 juillet, et notamment sur les fiches descriptives des formations et les rubans PEDA. Et un deuxième temps sur les contenus, on va dire, en dur sur le mois d'août. Donc, quand je vais sur questions-réponses, sur un probable, les compétiteurs ne marquent pas de points. Donc, je vois qu'il y a eu les réponses dans la discussion à ce sujet-là. Alors, dans vos ligues, vous avez assez de promobad pour valider les futurs stagiaires. En aura, c'est ce qui me pose question. Donc, encore une fois, alors le stage pratique, il ne sera pas obligatoirement à faire sur un promobad. Il pourra très bien être fait sur une compétition ou un interclub et avec un juge arbitre. Donc, le but, encore une fois, c'est vraiment qu'on s'assure que les personnes aient vécu une compétition
et qu'elle puisse ensuite organiser une compétition en autonomie en ayant déjà un minimum de vécu sur une compétition sur un tournoi. Donc, c'est pas obligatoirement, sur un tournoi Promobat. L'expérimentation des compétitions P sans GIA. Alors ça, Guillaume, c'est la vie sportive, donc on leur basculera la question là-dessus. On est désolé, mais on n'a pas de, on n'a pas, on n'a pas de réponse à ce sujet-là. On n'a pas de réponse à ce sujet-là. Il y a une Mais question de Nathalie sur la réforme en lien avec le GEO++. Donc, ça fait un peu écho à ce que tu disais en intro, Camille, sur le côté chefferie de projet du GEO pour l'organisateur de compétitions et d'événements. Donc, c'est prévu qu'il y ait un parcours complémentaire qui soit associé à ces éléments très techniques du GEO tel qu'il est présenté aujourd'hui. L'échéance, on ne l'a pas encore, mais en tout cas, ça fait partie de l'évolution du parcours de GEO, qui pourrait s'appeler autrement d'ailleurs, pour valoriser cette expertise de l'organisateur de compétition. Mais c'est des compétences qui sont pas aujourd'hui fléchées sur ce volume imparti, mais qui sont dans les esprits et qui nous ont été passées clairement en commande à échéance moyenne. en Ne tout rien cas, cacher. Pardon, vas-y. Non, c'est bon, j'ai fini. Tu peux compléter. En tout cas, on a vraiment évoqué toutes ces questions et pour être sur ce que tu évoques, Nathalie, sur des organisateurs de compétitions type championnat de France, compétition internationale, c'est vraiment des compétences très, très vastes et différentes avec des capacités de leadership, de management, d'organisation, etc. Et donc, c'est pour pouvoir développer ces compétences-là sur des formations de 14 heures ou de 7 heures, c'est des temps extrêmement longs. Enfin, c'est des temps des éléments qui demandent beaucoup plus de temps et ça se fait sur un temps plus long, ce développement de compétences. On n'a pas la possibilité sur ces 14 plus 7 heures de pouvoir aller sur ce champ-là, en plus des éléments qu'on a évoqués. Donc, c'est notamment pour ça que les, les GEO là, sont recentrés sur l'aspect terrain. Parce que sur les compétitions aujourd'hui, il y avait aussi beaucoup de retours d'acteurs de terrain qui disaient que parfois les GO avaient des difficultés à faire des éléments un petit peu de base, comme le paramétrage des échéanciers, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir les armer sur ces compétences-là et aussi pour pouvoir, encore une fois, être des personnes qui proposent des types de compétitions un petit peu différents et sur un temps court. Après, toutes les compétences que tu évoques là, c'est d'autres compétences aussi et qui sont développés, comme on le disait un peu en début, et comme Vincent l'a rappelé, sur d'autres choses plus en lien avec de la chefferie de projet de compétition. Donc ça, c'est vraiment des choses extrêmement spécifiques et des compétences différentes et bien marquées par rapport à ce qui peut être développé et les besoins qu'il y a sur ces premiers niveaux. Vous pourrez ajouter une slide qui valide le GO2. J'ai peut-être raté un tournoi. Ok, ça marche. On essaiera d'être plus explicite. Donc oui, le GO2 pourrait être validé sur un tournoi individuel ou un championnat. Encore une fois, le but, c'est vraiment que la personne puisse vivre la compétition. Donc je vois sur le nombre, de stagiaires maximum, on est parti sur 4 personnes maximum. En fait, on estime que c'est vraiment, le max qui peut être entendable pour que tout le monde puisse vivre un minimum de choses et ne se cache pas trop, quoi. Donc, 2 stages pratiques, un pour le GO2 et un pour le GIA en formation. Donc ça, c'est si des personnes aujourd'hui veulent valider le JALA, en effet, elles auront un stage pratique après le GO2 et un stage pratique après leur formation théorique de JALA. Maintenant, si une personne souhaite simplement acquérir des droits sur Promobat pour dynamiser son club ou son comité par l'organisation de ces compétitions-là, le stage pratique sur le GO2 suffira. Et les personnes qui sont déjà GO aujourd'hui, pour elles, il n'y a pas de changement parce qu'elles gardent en fait complètement leurs droits. Et encore une fois, il n'y a pas de changement sur le volume horaire de la formation parce qu'avant, il y avait 14 heures et là, c'est 7 heures plus 7 heures. Donc, il n'y a pas de changement à ce sujet-là. J'essaie de parcourir les questions, voir si on a pu répondre à tout.
Pour la saison prochaine, il ne faut pas avoir positionné de formation JALA en début de saison puisqu'il faudra organiser la formation GO2 avant. C'est ça, voilà, exactement. L'idée, c'est de positionner d'abord un GO niveau 2 et ensuite une formation de JALA. À ce jour, n'importe quel JA peut faire passer un stage pratique, donc n'importe quel JA pourra faire passer un examen théorique. Comment s'assurer de l'équité de cet examen écrit? Alors oui, c'est des questions qui reviennent souvent. Euh, Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir confronter les personnes enfin, c'est de pouvoir confronter les personnes qui sont en formation à ce stage et à ce questionnaire. Euh, Après, sur l'équité, nous, on fait confiance aux personnes aux personnes qui mettent en place les choses. On fait confiance. On peut toujours dire que, bah voilà, euh, je connais quelqu'un, un très bon ami qui est formateur et qui a accès au questionnaire. Du coup, peut-être qu'il peut me les donner. Enfin bon, voilà. Après, il y a plein il y a plein de circonstances qui peuvent faire que on peut se dire que on peut se questionner sur la mise en place des choses. Nous, on fait confiance aux ligues et on fait confiance aux personnes qui mettent en place les choses. On pense que l'intérêt commun, c'est que les personnes qui sortent de formation, elles soient un minimum armées. Si les personnes de formation ne sortent pas armées parce que on leur a facilité l'accès à certaines qualifications, on pense que tout le monde sera perdant. Donc nous, on part vraiment sur ce principe de faire confiance. Nathalie, comment seront marqués les modules que les personnes auront acquis? Car on peut imaginer des gens qui font que certains modules. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc là, le but pour nous, c'est de travailler avec Puna et que donc les déclarations de formation puissent passer par Puna et que du coup, il y a un suivi en fait des stagiaires via Puna. Et c'est ça qui permettra de savoir où les stagiaires en sont. On peut très bien imaginer aussi, comme tu l'évoques justement, quelqu'un qui passe un module gestion de table de marque dans une ligue et qui déménage pour des raisons professionnelles ou personnelles. Et il faut que l'autre ligue soit au courant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment passer par Puna pour avoir ce suivi et s'assurer qu'on puisse savoir où en sont les personnes. Filière arbitre toujours bien scindée de la formation Géo-Jala. Euh, En tout cas, oui, il n'y a pas de rapprochement ou de lien avec la filière arbitrage. Là, on parlait bien des liens entre les géos et les JA. Sophie, est-ce que le nombre maximum de stagiaires évoluera en fonction des modules? Alors, on peut tout à fait imaginer ouvrir certains modules avec un nombre de stagiaires un petit peu plus conséquent. On n'a pas complètement tranché à ce sujet-là, mais notamment sur le module du Géo rôle émission, sur les rôles émission du Géo sur un module de 2 heures, on peut tout à fait imaginer qu'on pourrait avoir plus que le nombre maximum de stagiaires aujourd'hui, parce que c'est un contenu de formation qui peut s'organiser et s'animer différemment. Donc, on finalise complètement cet élément-là rapidement, mais oui, en tout cas, il y sera cette possibilité-là. La validation sera-t-elle faite obligatoirement par un formateur ou sera-t-elle possible par des JALAS sur les tournois? Donc, je ne sais pas si c'est le stage pratique que vous entendez. En tout cas, oui, le stage pratique, il pourra être mis en place par des juges arbitres et pas forcé. Et on ne demandera pas aux formateurs de valider les stages pratiques de chacun ou à des personnes qui ont l'agrément de FFOT de le faire. Donc, ça pourra être fait par un juge arbitre. Oui. Evelyne, un géo n'est toujours pas annoté. Donc, comme on a pu l'évoquer, les officiels techniques, c'est vraiment un corps qui est codifié dans le code du sport. Donc, les juges et les arbitres notamment, et les géos, c'est une fonction spécifique à nous, la fédération. Et en ce sens, elle rentre pas dans le corps des officiels techniques. Et c'est pour ça qu'elle n'y est pas, en fait. Les JA qui ont fait la formation mais qui n'ont pas encore fait l'examen, peuvent-ils poursuivre le GO2 avant de poursuivre? Donc non, les JA les JA qui ont fait la formation là cette saison, donc c'est des JA qui ont suivi les 14 heures de formation en fait, et c'est aussi ça qui nous importe. Et donc eux, ils restent sur cette formule-là. Donc là, on a conscience que ça peut faire peut-être une double gestion pendant quelques mois au niveau des ligues, mais les personnes qui ont passé ou qui passent actuellement leur formation de juge arbitre sur cette saison
auront bien les 28 heures de formation. Donc, elles restent sur le format actuel et elles ne doivent pas repasser le GO2 entre-temps. Une question sur le nombre de candidats, sur le GEO1. Pour le GO1, le nombre de candidats est limité à combien? Alors, sur les tranches de nombre de formateurs par stagiaire, tout ça dans l'esprit, c'est un petit peu le sens de la question qui a été posée par Sophie tout à l'heure sur le nombre de formateurs et peut-être le nombre de formateurs par module notamment. Donc là, aujourd'hui, au 9e stagiaire, on passait sur 2 formateurs. Il y aura certains modules, on réfléchit fortement à l'ouvrir un petit peu plus, pourquoi pas à 12 personnes, notamment c'est le cas sur la filière des encadrants bénévoles ou certains modules qui sont un petit peu éloignés du terrain, entre guillemets, on est un petit peu plus souple. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'il n'y aura pas de contraintes supplémentaires, donc on n'ira pas en dessous de ce qui est fait aujourd'hui. Par contre, dans l'idée, certains modules pourraient être ouverts à un petit peu plus de monde. Donc, c'est encore une fois pour essayer d'apporter plus de souplesse et simplifier la mise en œuvre de la formation. Donc là, ça fait partie des documents qu'on va mettre à jour rapidement avec la demande d'autorisation. Et sur le SharePoint, ce mémento-là, nombre de formateurs par stagiaire, on le mettra à jour aussi rapidement. Pourra-t-on faire une déclaration de formation sur Puna dans un temps relativement proche? Alors, on travaille activement avec le secteur du numérique pour ça, pour vraiment que ce soit le plus rapide et le plus efficient possible. Ce qu'on imagine faire là en début de saison, c'est de continuer de travailler avec les documents existants là, qui sont forcément mis à jour avec cette modularité et le changement de la mécanique des formations. Donc, on commencera comme ça en début de saison. On espère que rapidement, ou du moins tout au long de la saison, il y ait l'organisation par Puna qui se mette en œuvre pour qu'on puisse suivre, comme on l'a évoqué, les personnes qui passent les modules. Et si on a des personnes qui passent qu'une partie de la formation, qu'on puisse les avoir bien identifiées, que si elles changent de ligue en cours de saison notamment, elles puissent être vraiment suivies, quoi. Donc, on fait au mieux pour essayer d'être le plus actif à ce sujet-là. Peut-on commencer en septembre par une formation GO1 et après une GO2 pour récupérer nos anciens GO? Alors, les personnes qui sont déjà GO, elles sont de fait GO1. Donc, pour elles, il y aurait pas, enfin, elles ne seraient pas obligées de les suivre. Ensuite, ça pourrait vous permettre d'avoir potentiellement des candidats supplémentaires pour aller vers le GO2. Et ensuite, qu'en effet, des personnes qui étaient déjà GO auparavant puissent intégrer cette formation et des personnes qui viennent de valider le GO1 le fassent aussi. Donc oui, c'est tout à fait une possibilité. Après, c'est tout à fait une possibilité, mais il faudra vraiment s'assurer que les personnes qui ont eu le GO auparavant souhaitent aller vers le juge d'arbitrage ou souhaitent avoir des informations un peu plus approfondies et fouillées sur le promobad, parce que c'est les compétences qu'elles pourront vraiment chercher en plus. Voilà, donc ça, c'est vraiment peut-être s'assurer de ça auprès d'elles pour qu'elles puissent trouver des choses différentes. Les personnes déjà GO et souhaitant dès septembre être déjà là, pourront-ils le faire sans devoir faire le GO2? Donc non, elles doivent passer par ce deuxième niveau de formation GO pour pouvoir aller vers la formation de JA. Le but, ce sera vraiment de pouvoir aborder des nouvelles compétences et sincèrement, ce ne sera pas une redite de la formation qu'ils ont suivie. Il y aura vraiment des nouveautés qui seront abordées parce que, encore une fois, il y a une partie du volume horaire de la formation de juge-arbitre qui est actuellement là jusqu'au 31 août reportée sur une partie de la formation GO2
Donc, il y aura des éléments que les personnes auront vus de toute façon sur la formation JA qui se passe actuellement, sur la formation GO2. Volonté fédérale de poursuivre le partenariat avec Badnet. Donc, c'est le cas. Le partenariat a été renouvelé. Je vois que Nathalie met un commentaire par rapport à Bad+. Donc, en effet, il y a un engagement fédéral avec Badnet. Donc, nous, on est le secteur support sur les formations. Donc, on met en œuvre les choses à ce sujet-là. Il y a une petite question supplémentaire aussi sur la rémunération des formateurs. Donc, c'est un peu hors sujet du GEO, mais je rappelle simplement la règle. Alors, il y a des écarts effectivement importants sur le fonctionnement d'un territoire à un autre. Ça, c'est un fait. La règle est simple, c'est qu'un noté qui officie est indemnisé en tant qu'OT. Un noté qui est formateur doit être sur un CDD de formateur en tant que formateur. C'est deux fonctions différentes. Donc la règle, elle est celle-ci. Après, les territoires fonctionnent différemment en fonction des contextes locaux, je dirais. Vas-y, tu peux reprendre. Il faudra absolument un GO2 pour gérer un tournoi privé ou un championnat. Non, le GO1 suffit. Le GO1 suffit. On ne voulait absolument pas mettre des contraintes supplémentaires là-dessus. Donc, et l'idée, ce sera justement aussi de pouvoir vraiment armer les personnes pour pouvoir les gérer et aussi gérer les compétitions par équipe et les interclubs, chose qui était encore une fois pas toujours abordée sur ces formations GO aujourd'hui. Donc, on parlera des compétitions par équipe aussi, mais un GO1 suffira. Donc, 14 heures de formation, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes supplémentaires à ce sujet. Je pense que j'ai l'impression que tu as fait le tour là. Je vois pas dans les QR, il n'y a pas de questions. Ah si, peut-être. N'hésitez pas à copier-coller votre question si on n'y a pas répondu. Une question sur le distanciel. Donc, on travaille de manière globale, activement, sur tout ce qui peut être dématérialisé et des formations en distanciel. Alors, sur ces éléments, en tout cas, on pense qu'il y a des choses qui sont centrales en présentiel. Donc, la manipulation du logiciel, elle se fera en alternance, entre guillemets, comme on l'a dit, au sein des modules. Il n'y aura pas un module utilisation des logiciels, mais plus des allers-retours. Donc, forcément, on pense que c'est très important que dans cette manipulation des logiciels, il puisse y avoir des échanges en direct, en fait, entre le stagiaire et le formateur. Parce qu'une personne qui n'est pas très à l'aise avec l'informatique, une personne qui n'a pas forcément une bonne connexion, qui se retrouve un petit peu toute seule, elle peut vite être désabusée et démotivée. Donc, oui, ces temps-là sur construire et paramétrer la compétition pour répondre à l'objectif de l'organisateur, ce module qui est de 7 heures, celui-là, on le préconise très, très fortement en présentiel parce qu'on va vraiment être sur le paramétrage, l'organisation de la compétition sur le champ sportif, les choix, la formule, la manipulation du logiciel. Surtout qui est comprendre le rôle et les champs d'action du géo, ça peut, on pense se faire en distanciel. Sur assurer le bon déroulement de la compétition avec la table de marque, il y a une partie qui peut se faire en distanciel. Peut-être qu'en présentiel, ça peut être intéressant. Il y a plein de cas pratiques qui pourraient s'imaginer. Et puis connaître et comprendre le règlement pour le mettre en pratique de manière adéquate. Donc, c'est 3h30. 3h30 en distanciel, ça peut peut-être être long aussi. Ce sera sans doute à séquencer entre deux temps, avec en tout cas des cas pratiques. Mais dans l'esprit, nous, on met vraiment l'accent sur les 7 heures, sur le paramétrage et la manipulation du logiciel en présentiel. Oui, ces 7 heures-là, on préconise fortement. Après, sur le reste, il y aurait la possibilité de le distancialiser, mais il faudra vraiment s'assurer que le formateur soit à l'aise et que les stagiaires soient en mesure et en capacité de suivre les formations en distanciel.
Après, oui, ça crée disponibilité des formateurs, tout à fait. Et c'est vraiment pour ça qu'on veut absolument pas euh, imposer les choses. Voilà. Il y a des formateurs qui sont absolument pas disponibles le week-end ou très rarement et pour qui le format en demi-journée et en soirée leur correspond parfaitement. D'autres qui, au contraire, sont beaucoup plus à l'aise en présentiel et préfèrent se bloquer tout sur un week-end. Donc, l'idée pour nous, c'était d'alléger les contraintes à ce sujet-là et de faire en sorte que ce soit plus simple pour les formateurs, mais aussi pour les stagiaires. Si on est même allégé que de quelques heures en fait par deux soirs en amont, et qu'il ne reste qu'une journée et demie, c'est aussi plus simple. C'est peut-être aussi plus simple pour les stagiaires d'avoir vécu des choses en lien avec le règlement une semaine ou 15 jours avant la formation. S'il y a une partie du module en lien avec le règlement qui peut être fait en distanciel, c'est toujours plus facile d'avoir un petit peu de temps pour des fois ingurgiter les choses que de les découvrir le jour J et les remettre en pratique par la suite. Donc l'idée pour nous, encore une fois, c'est d'amener plus de souplesse et aussi de pouvoir ouvrir un peu les perspectives pour le formateur et pour les stagiaires. Mais encore une fois, il n'y aura pas d'obligation à notre part, ce seront bien entendu des choix. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Sur les fonctionnalités Puna, je vois que ça anime quand même les débats. Donc, on prend note de tout ce qui pourrait être perfectible et amélioré. Et puis, on verra aussi avec les développeurs en quelle mesure on peut. Puna Test, c'est effectivement une bonne option. Oui, c'est des choses qu'on évoque et avec le secteur informatique. Et ensuite, sur Badnet Test, il y aura là vraiment la possibilité de, pour les stagiaires de créer une compétition, comme c'est évoqué. Là, je vois que c'est Nathalie, leur faire créer une compète pendant la formation. Donc ça, c'est vraiment le but des cas pratiques et des exercices qu'on demande auprès de Badnet et que en fait, dans Badnet Test, les stagiaires rentrent la compétition et puissent la manipuler en direct et faire aussi leur choix en direct et que chacun puisse le faire en autonomie derrière son ordinateur et qu'on puisse après confronter et échanger. Donc, le but des cas pratiques via Badnet, c'est notamment pouvoir amener ces éléments-là sur la formation. Alors, sur une compétition, faut-il mieux s'inscrire directement sur Badnet ou passer par MyFFBad? Badnet donnera-t-il la possibilité de faire un import de MyFFBad? Alors là, je maîtrise pas ce point-là. Et on se note la question, on verra là, avec nos collègues si on peut y répondre, mais je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question-là. En résumé, GO de 7 heures, oui, plus stage, oui, ok. Plus validation via le questionnaire, c'est ça. Et JA 7 heures, stage, QCM et validation, c'est ça, exactement. C'est comme ça que les choses sont créées pour le juge arbitre, en effet, si on veut aller vers le JALA. Donc, le support vous sera communiqué. Je note bien là le commentaire, il me semble que c'était Marion qui a fait ce commentaire de rajouter peut-être une slide pour le stage pratique notamment, donc pour pouvoir être plus clair. Le nombre de formateurs aussi par stagiaire, on se le note aussi et on cherchera à l'ajouter euh, pour que ce soit clair pour les personnes qui n'ont pas pu suivre tout ce qu'on a pu se dire là. Un support dédié au Badnet Test serait intéressant car on découvre beaucoup de limites en groupe et Badnet est en perpétuel développement. Ok, donc un support, est-ce que c'est un support de formation uniquement dédié à Badnet Test comme ça peut être le cas là sur le support d'utilisation de Badnet? Est-ce que ce serait ça la question ou est-ce que ce serait un service support on pourrait ouvrir des tickets s'il y a des difficultés? Oui, tuto ouais, dédié aux formateurs. Ok, ça marche. Ok, oui, oui, bah, je le note, je note. Je vois aussi ce qu'on peut faire là-dessus. En tout cas, nous, on a demandé un tuto sur le fait d'importer l'exercice dans Badnet Test et le mettre à disposition des stagiaires. Ça, c'est une chose qui a été demandée.
mais peut-être que des éléments plus approfondis, comme tu le demandes, on va faire la demande. Ouais. Euh, Ça va compliquer car les stagiaires sont souvent gavés de tout cela, surtout que ce sont souvent des personnes libres ou engagées qui donnent de leur temps et n'ont pas obligatoirement tous les moyens avec l'âge et ces obligations, car ces personnes sont souvent engagées. Euh, ça, encore une fois, pour pour la formation JALA, l'élément complémentaire, ce serait ce stage pratique en effet. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour les personnes pour pouvoir aller sur le Promobad. En tout cas, on pense aussi que les personnes qui s'inscriront dans les formations Géo seront aussi des personnes qui seront peut-être un petit peu plus motivées et intéressées sur ce qu'elles peuvent y trouver. Et le fait de pouvoir laisser le module table de marque en accessibilité, ça peut au contraire alléger parfois la formation pour des personnes qui viennent chercher que ça. Certaines personnes ne se sentent pas en capacité de faire l'échéancier, de paramétrer la compétition, mais se sentent parfois plus à l'aise sur la gestion du pendant. Donc l'accessibilité sur ce module simplifié nous paraît un moyen peut-être de raccrocher certaines personnes qui auraient ces intérêts-là. Et après, il y a toujours un vrai décalage entre, euh, entre ce qu'on peut percevoir du nombre de personnes qui ont le statut de Géo, qui ont validé la formation Géo et leur activité dans les territoires et aussi parfois leur niveau de maîtrise des éléments. Donc, on fait le lien aussi avec la formation continue. On a parlé là, à la fin des formations continues pour les juges arbitres de ligue accrédités. Le but, c'est de pouvoir aussi, à terme, euh, pouvoir communiquer peut-être un peu plus aisément avec les GEO sur les modifications. Les GEO, ils sont souvent aujourd'hui les parents pauvres. Hein. Ils ne sont pas mis au courant parfois des modifications, des changements réglementaires. Le but, c'est de pouvoir aussi mieux le faire en les suivant, notamment sur ces temps de formation continue. Formation Géo, réclamer une troisième journée à la formation Jala atténuée. Je ne connais pas. Je suis désolé, Lionel, je ne comprends pas complètement la question. Je ne sais pas si c'est possible de reformuler. Pouvoir utiliser Badnet en groupe dans les formations, créer un tournoi qu'on partage entre tous. Voilà, ça c'est vraiment un des intérêts et un des intérêts auxquels on pense et un des intérêts qu'on a en demandant ces cas pratiques. On entre dans un domaine de professionnalisation. N'oubliez pas qu'ils sont disponibles et volontaires. Alors, c'est vrai que ça rajoute 7 heures pour les personnes qui veulent qui veulent avoir des droits pour le Promobad. On estimait que ces 7 heures-là, avec les possibilités offertes ou du moins qu'on peut imaginer sur la mise en œuvre des formations, avec ces temps un petit peu éclatés, en soirée notamment, ça pouvait être tout à fait entendable. Et en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, s'assurer que les personnes elles sont armées pour pouvoir faire les choses et les mettre en œuvre, et notamment dans le cadre du Promobad. Est-ce qu'on, pour le module table de marque, on pourrait abaisser l'âge à 12 ans, par exemple? C'est une bonne remarque. Ça, c'est une chose pour laquelle on est complètement à l'écoute. Et si en effet, il y a de nombreuses remontées à ce sujet-là, et, euh, et, et il y a des retours réguliers ou des retours vraiment en lien avec une demande à ce sujet-là, on pourrait tout à fait imaginer ça. Donc, oui, oui, ça peut, ça peut pourquoi pas s'imaginer. On n'est pas fermé à ça. La demande des stagiaires en fin de formation Géo, c'était souvent une journée de plus. Alors, en effet, les retours des stagiaires sur les formations Géo, c'est parfois qu'ils auraient apprécié manipuler davantage le logiciel. Et c'est aussi pour ça qu'avec le ruban pédagogique, on veut pouvoir donner tous les éléments aux formateurs et aux stagiaires pour qu'ils puissent le manipuler. L'intérêt de Badnet Test, c'est aussi de pouvoir donner ensuite
les compétitions aux stagiaires pour qu'ils puissent s'entraîner et qu'ils puissent s'exercer dessus. Donc, les personnes qui souhaitent manipuler le logiciel, elles pourraient aussi le faire un peu plus en autonomie ou sur des temps individuels si elles le souhaitent, chose qui n'était pas toujours possible ou en tout cas pas forcément toujours réalisée, même si ça l'était parfois à ce jour. Et le but, encore une fois, en lien avec ce que vous avez pu dire sur la professionnalisation, c'était de ne pas alourdir justement le temps de formation pour les personnes qui veulent aller vers le juge d'arbitrage. L'idée pour nous, c'était de pouvoir être dans cette double perspective de préparer les personnes pour aller vers la formation JA, mais aussi de pouvoir mieux armer les personnes pour mettre en œuvre le Probad et comprendre tout ce que le Probad peut permettre et mettre en avant aussi les personnes qui sont GEO, parce qu'à partir du moment où on est force de proposition au niveau du club et qu'on met en place des actions promotionnelles au niveau du club, bah forcément, on est aussi un petit peu mis en avant. Et le but, c'était de pouvoir les mettre en avant sur cet aspect-là, mais sans aller vers un allongement de la formation de JA. Parce que si on rajoutait encore une fois une journée, ça allongeait le temps potentiel de formation pour la formation de juge arbitre. On sait que c'est un sujet qui est sensible, notamment sur la disponibilité des stagiaires. Qui sera en charge du questionnaire de validation, la Fédé ou les formateurs? Donc, nous, on mettra à disposition des questionnaires de validation. Et comme sur les formations de juge arbitre, c'est les formateurs qui les mettront en œuvre. Nous, on mettra à disposition des questionnaires. On arrive au bout du webinaire. Si vous avez d'autres questions ou d'autres précisions, n'hésitez pas à me solliciter en direct ou par email. N'hésitez pas à nous solliciter. On a bien noté là les remarques que vous avez évoquées. On aura accès aussi au chat et à la discussion là, à la fin du webinaire. Donc, on pourra relire là, toutes les questions qu'on peut être posées et on essaiera dans le support qu'on transmettra d'être le plus exhaustif dans les réponses. Et comme on le disait, on va préparer pour le 13 juillet maximum le replay qu'on mettra en accès sur la chaîne YouTube de Formabad. Et on va œuvrer, hein, comme on s'est dit aussi, pour pouvoir mettre tous les documents là, le plus tôt possible sur la plateforme. On sait que c'est des choses sur lesquelles vous comptez pour pouvoir appréhender au mieux les formations. Merci Camille. On vous fait suivre tout ça. On vous dit à très vite et on espère que ce sera suffisamment clair pour que vous puissiez être efficace à la rentrée. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter hein, si vous avez d'autres questions. À très vite sur les cours ou à côté. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci, à bientôt et bonnes vacances.